Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 29 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour tous les abonnés à ma chaîne YouTube, vous êtes au courant. C'est plus un secret, on se retrouve toutes les semaines à Marrakech dans mon studio de design où on commente ensemble les dernières actualités de la création, de l'innovation et donc du design. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, rejoignez-nous à Marrakech toutes les semaines pour enregistrer ces épisodes de Mes Bricolos. Puis ça me fait plaisir, ça montre aussi que vous soutenez le projet, ça me fait super plaisir. Alors évidemment, étant designer basé à Marrakech, j'ai une chance incroyable, c'est de pouvoir côtoyer les artisans marocains. D'accord ? J'en connais plein, je travaille avec plein d'artisans. Et à chaque fois que je développe un projet, c'est un moment que j'apprécie particulièrement, c'est de soumettre mes créations aux artisans. Et comme ils ont une connaissance de la matière qui est absolument extraordinaire, ils viennent me challenger sur mes créations. Alors des fois, ils m'apportent des solutions, des fois, ils montrent différentes possibilités. Donc ça me permet de complètement reconsidérer mes créations. Et des fois, c'est absolument incroyable parce qu'ils m'apportent des solutions qui me permettent d'aller encore plus loin dans ma création. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable quand on travaille avec les artisans. D'accord ? Mais j'ai aussi des imprimantes 3D. C'est-à-dire je travaille beaucoup avec l'impression 3D. J'ai 2 imprimantes 3D. Alors ce sont des imprimantes qu'on appelle du FDM, c'est-à-dire du dépôt de matière. On achète des bobines, d'accord ? Alors la matière qu'on utilise le plus, c'est du PLA, à base d'amidon de maïs, donc c'est ce qu'on appelle des bioplastiques, 100% biodégradables. Mais je me suis amusé à imprimer du bois. J'ai imprimé de la pierre, j'ai imprimé du graphite, donc on peut faire des conducteurs électriques. J'ai imprimé du carbone, enfin je me suis amusé à imprimer plein de trucs avec mes imprimantes. C'est incroyable, d'ailleurs c'est en 10 ans, parce que j'ai acheté ma première imprimante 3D il y a plus de 10 ans, et l'évolution technologique est dingue dans les imprimantes 3D. Des imprimantes 3D qui coûtaient 100 000 dirhams, donc à peu près 10 000 euros il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une imprimante 3D à 3 000, 4 000, 6 000 dirhams, donc environ 500 euros, 600 euros, et elle vous permet de faire énormément de choses. C'est absolument incroyable. Donc il y a cette démocratisation des imprimantes 3D et cette accessibilité qui nous permet de vraiment pouvoir expérimenter en tant que designer. Donc c'est intéressant parce que le fait de pouvoir travailler avec des artisans marocains et puis le fait de pouvoir aussi développer des projets d'impression 3D, c'est très intéressant parce que ça me fait réfléchir sur plein de choses. Plusieurs fois d'ailleurs, j'ai amené des objets, par exemple ça c'est un luminaire que j'ai fait en impression 3D, donc vous ne me voyez pas, c'est complètement... mais c'est que l'impression 3D permet de pouvoir aller très loin dans la complexité de l'objet. D'accord ? Et souvent, j'ai amené ça à des artisans et ils étaient surpris de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'impression 3D. Et des fois, j'ai même utilisé l'imprimante 3D pour faire des moules, en fait, pour créer des moules, en lien avec les artisans. Donc, je fabriquais en impression 3D, ils récupéraient l'objet, ils se servaient de cette impression 3D pour faire des moules, pour comprendre l'objet. Et puis après, ils me produisaient l'objet final que je souhaitais avoir. Notamment, je l'ai fait pour la céramique, je l'ai fait pour plein de choses. D'accord ? Et là, je suis tombé sur un article très intéressant de Core 77 qui présente un designer qui s'appelle Joris Larman. Et j'adore ce site de Core 77, c'est le moment de vous le bookmarker parce que c'est très intéressant. Joris Larman, qui m'a interpellé parce que, et c'est ce qui m'a donné un peu l'idée de cet épisode de Mes Bricolos que j'ai appelé l'artisanat numérique ou l'artisanat industriel. Moi, j'ai même créé un terme que j'ai appelé Indusana, parce que c'est un peu ce que je fais. Donc si j'ai fait ce préambule, c'est pour justement arriver à ce projet de Joris Larman et puis aussi à cette réflexion autour, justement, aujourd'hui, de ce nouvel artisanat. Alors j'ai vu un article où il parlait de e-craft. Je sais pas, on va encore tomber dans des termes hyper à la mode, mais je trouve ça intéressant parce que quand on voit la création de Joris Larman, alors c'est ce siège que je trouve absolument incroyable, très beau, moi j'adore, c'est de la dentelle. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a utilisé un logiciel. Alors, on peut très bien le faire avec Rhino, Ceros 3D. J'ai fait un épisode, je le mettrai en lien dans cette description pour expliquer le fonctionnement de ce logiciel. Mais en fait, on peut utiliser un logiciel qui nous permet de connaître justement les forces exercées sur l'objet, d'accord ? Et puis après, il a utilisé un plugin, certainement Grasshopper, qui permet en fait, par rapport à certains paramètres, justement, donc notamment les appuis, la force exercée sur la structure, de plus ou moins mettre de la matière. Donc on le voit très bien sur l'objet.
D'accord, on le voit extrêmement bien sur l'objet, c'est-à-dire il y a des zones qui sont plus denses que d'autres. Donc c'est de la vraie dentelle, hein. Quand on voit l'objet, c'est incroyable, c'est de la vraie dentelle. Donc là, on a un petit zoom plus précis sur un élément de l'objet et on voit les zones qui ne sont pas en appui, où il y a moins de force exercée, c'est vraiment de la très jolie dentelle. Et les zones qui demandent beaucoup plus d'appui, on le voit notamment dans cette photo, les zones où il y a plus d'appui, ben ça peut être complètement plein. Donc on voit qu'il y a une espèce de dentelle qui se crée naturellement et qui donc est générée par ordinateur, par algorithme. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que l'impression 3D permet de faire beaucoup de choses, mais il y a quand même une action à la main qui est artisanale. Donc on se sert d'une machine, ce qu'on appelle du prototypage rapide, très technique, où c'est vraiment de l'ingénierie pure et dure. Ce sont des ingénieurs qui manipulent ces logiciels. Mais c'est vrai que maintenant qu'ils se sont démocratisés, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et puis les artisans maintenant ont acquis ces compétences et ce savoir-faire d'usinage, d'impression 3D, de découpe laser. Et justement, après, ils peuvent créer des objets, puis après les polir à la main, les travailler, les assembler pour faire l'objet final qu'on retrouve ici. D'accord ? Donc on voit que ce sont des sections qui ont été imprimées puis assemblées. C'est là où il y a cette idée d'artisanat numérique. Alors sur le site de Core 77, justement, ils ont fait une vidéo qui montre cette technique d'impression 3D qui s'appelle le SLS. Alors il y a plusieurs termes. Les trois grands familles d'impression 3D, c'est le FDM, le dépôt de matière, la polymérisation par laser dans un bac de résine, et non pas un bec, un bac de résine, et le SLS qui est justement une poudre qui est toujours par un laser, mais qui est plutôt montée à température et vient se souder sur ce point très précis, c'est-à-dire vient fondre. Donc ça, c'est du SLS. Et ça permet de pouvoir faire des objets très précis et donc de pouvoir imprimer du métal, etc., etc. C'est ce qui est le cas dans cet objet-là. Donc on voit le fonctionnement. Il y a une super vidéo qui montre le fonctionnement de cet objet. Donc là, on voit qu'il sort l'objet qui a été imprimé en 3D de sa machine. Donc c'est un bac de poudre, donc il faut enlever toute la poudre. Enfin, il y a un gros travail de nettoyage à faire, il y a un travail de ponçage, d'assemblage, etc., etc. Donc c'est pas que vous imprimez votre objet, vous le récupérez, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand on regarde un petit peu cette vidéo, on se rend compte que c'est très technique, par exemple avec cette image, mais on se rend compte aussi, si on avance un petit peu, que c'est aussi très artisanal, parce qu'on sort l'objet, on vient la nettoyer, on vient la polir, on vient la préparer, on vient l'assembler, on vient la découper. Enfin, il y a quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire, il y a une maîtrise technique de logiciel qui doit être absolument maîtrisée, mais il y a aussi ce savoir-faire artisanal à la main. Et ça, c'est très nouveau. Donc, quand on regarde l'objet, ça crée un objet dingue. C'est une dentelle, c'est beau. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec l'impression 3D. C'est-à-dire que on peut aller dans une complexité qu'aucun moule ne permet d'atteindre. D'accord ? Il n'y a aucun moule sur Terre qui permet d'atteindre cette complexité-là. Et il n'y a aucune possibilité, même à la main, de pouvoir réaliser un objet comme celui-là. Donc l'impression 3D, ça permet un champ d'expérimentation absolument incroyable. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'impression 3D toute seule n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est là où on parle d'artisanat numérique, parce que le travail du geste, le travail à la main et ce savoir-faire restent très présents et très importants. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, pourquoi j'aime beaucoup cette photo, c'est qu'on voit très bien l'atelier qui se trouve derrière. C'est-à-dire on a un objet qui est numérique, qui utilise des algorithmes et des logiciels très complexes, mais qui se trouve dans un atelier parce que le seul moyen de pouvoir le finaliser et le seul moyen de pouvoir l'assembler et lui donner cette espèce de patine, c'est qu'il est travaillé à la main. Donc en post-production, mais quand même. Voilà. Alors, Joris Larman, c'est juste un dingue ce gars, parce que si vous allez sur son site internet, c'est que ça. D'accord ? C'est-à-dire, alors, il doit avoir un budget parce que ça coûte un bras, 6 jambes et 4 je sais pas quoi pour arriver à s'acheter ces machines. Autant les machines FDM coûtent pas très cher, mais dès que vous allez sur du SLA et alors encore plus du SLS, maintenant vous savez ce que c'est, je peux utiliser les termes, mais que vous allez dès que vous utilisez des lasers en gros, ça coûte beaucoup plus cher. Vous pouvez avoir une machine de dépôt de matière qui va vous coûter 300, 400 euros, donc entre 3000 et 5000 dirhams. Et après, passer sur des machines, dès que vous allez vers du laser, c'est au minimum, je parle des bonnes machines, au minimum 50 000, donc environ 5000 euros. Et puis après, ça monte en fonction de la taille d'impression, etc.
Et donc le mec, il doit avoir des machines absolument dingues parce qu'il fait des choses incroyables. Et à chaque fois qu'on regarde ses créations, il y a une phase de conception assistée par ordinateur et qui demande quand même des compétences assez incroyables parce que moi qui ai l'habitude d'utiliser Rhinoceros, qui utilise un petit peu Grasshopper, c'est pas forcément hyper évident. Ça demande un petit peu de compréhension. On est sur des... Alors, ils facilitent de plus en plus. Ils le rendent quand même assez accessible. Mais pour faire une chaise comme ça, c'est quand même assez complexe. Hein. C'est pas, on le modélise pas facilement. Et d'ailleurs, il y a une chaise que j'adore, c'est l'adaptation Chair, qui est celle-là. Alors, je la trouve absolument incroyable, je la trouve magnifique. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors là, on est complètement sur du génératif. C'est-à-dire que vous expliquez à l'ordinateur une forme que vous voulez avoir, mais après, de cette forme, vous créez un algorithme qui, lui, va, en fonction des caractéristiques et des facteurs que vous lui mettez, des paramètres que vous indiquez, ben, il va générer une construction. Donc, par exemple, les zones d'appui, les zones de maintien, etc. Et là, on est sur du génératif à fond la caisse. Et quand on regarde l'objet, c'est complètement organique, c'est d'une complexité incroyable, c'est magnifique. Alors, il faut savoir que pour imprimer un objet comme celui-là, ça prend des heures, ça prend des jours, ça demande des machines qui coûtent très cher. C'est pas facile, mais c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on se retrouve dans cette frontière très floue de l'artisanat, du numérique et de l'industrie. Parce qu'il y a quand même une opposition qui est assez intéressante, c'est que d'un côté, l'artisanat, c'est ce savoir-faire du geste, cette transmission, ce patrimoine, et puis de l'autre côté, on a l'industrie qui est la systématisation de l'outil de production, la ligne de production, la série, etc. Donc ce sont deux choses qui nous paraissent totalement antinomiques. Et pourtant, ça cohabite très bien avec cette technologie qu'on appelle le prototypage rapide. Parce que ça demande ce savoir-faire, cette connaissance de la matière et ce travail du geste qui est quand même très caractéristique de l'artisanat. Et c'est là où on est tombé, alors je dis on, c'est vous, puisqu'on est tous ensemble à Marrakech, je suis tombé sur cet article encore de Core 77 qui a été publié il y a quelques jours et que je trouve absolument incroyable. Alors c'est un terme que j'utilise beaucoup, absolument incroyable, je suis plein d'emphase. Mais alors là, vous n'allez pas me demander de dire son nom, Mathias excusez, pardon Mathias, hein, mais je n'ai pas envie d'écorcher, donc designer allemand. Et alors lui, il a tout compris, parce que je trouve le projet incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en fait, dans la fabrication de meubles, il y a beaucoup de pertes, de meubles en bois, il y a beaucoup de pertes, d'accord? Parce que on est obligé d'usiner le bois, on est obligé de le travailler, donc on vient enlever beaucoup de matière, on vient sélectionner des zones très précises du tronc pour on extraire donc des éléments de bois qui sont très précis pour pouvoir avoir l'épaisseur, la forme nécessaire, etc. Puis après, on vient usiner dessus. Et lui, il dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler une machine qui va d'abord scanner, c'est-à-dire toutes les chutes qui ne sont pas utilisées, qui sont souvent des zones de bois un peu trop fines, un peu trop fin, pardon, et un peu déformées avec des nœuds, c'est un peu compliqué, donc on ne sait pas trop quoi en faire, donc on les met de côté, on les jette, on les détruit et tout ça. Lui, il dit, en fait, c'est simple, toutes ces chutes, on va les récupérer, on va les scanner en 3D, et on va avoir un logiciel qui va analyser ces différentes branches, et qui va voir ce qu'on peut faire avec, qui va les composer. Et après, on va avoir un bras automatisé qui va les usiner, un bras automatisé qui va les usiner. Donc, il va les polir. Et il a dessiné cette chaise. Donc, en gros, cette vidéo le montre très bien. Alors, je l'ai mis en grand pour que vous le voyez. C'est-à-dire, si on la remet depuis le début, vous avez des bois, une sélection de bois qui sont des chutes, en fait, tout simplement. Et on a différentes tailles, différentes épaisseurs, différentes formes. On a un logiciel qui vient scanner ces morceaux de bois et qui vient positionner, une fois scannés, les bois en regardant et en analysant les sections qui seraient les plus adaptées, les plus conformes
à l'usage qu'on va avoir. Donc il regarde, il analyse, il calcule, il dit voilà, cette portion-là, c'est la portion la plus intéressante de cette branche. Donc si je fais un assemblage comme ça, j'ai une chaise. Et après, on a un bras automatisé qui vient récupérer les informations de ce logiciel et qui vient usiner la chaise, découper les zones, etc. Et alors, ce qui est très intéressant dans le design, et on va le voir sur la photo, c'est qu'en fait, il garde cet aspect du bois. Donc, il vient usiner les extrémités, d'accord, et la zone d'assise, mais sinon, il garde ce bois. D'accord. Et on a une superbe photo où on voit le bras automatisé derrière qui fait ce travail. Et on a la chaise dans sa forme finale. Donc ce que je trouve très intéressant dans ce projet de Core 77, c'est qu'en fait, il explique très bien comment on peut allier. Donc là, on est complètement dans l'artisanat numérique, l'artisanat industriel, l'artisanat de prototypage rapide. C'est-à-dire que en plus, on récupère des chutes. Donc c'est très écologique, puisqu'il faut savoir que ce travail de prototypage rapide, les imprimantes 3D, etc., en grande partie sont très écologiques. Alors évidemment, alors là je vois ceux qui connaissent très bien la technologie vont me dire ouais mais les bacs de résine c'est dégueulasse, il y a beaucoup de pertes et tout. C'est pas faux. Mais certaines comme celles que j'utilise moi au quotidien, pour le coup elles sont très écologiques, elles consomment très peu d'électricité, elles consomment autant qu'une ampoule. Pas en LED, une ampoule traditionnelle, incandescente. Et autant qu'une ampoule, et pourtant elles vous sortent un objet. Comme celui-là, par exemple, qui est un luminaire que j'ai dessiné. Vous avez vu la complexité du truc, c'est rigolo. Et donc, là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il met au profit toute cette technologie et ces algorithmes pour récupérer des chutes de bois et pour en faire des assises. Alors là, peut-être qu'effectivement, en termes de travail, de post-production, il y en a moins. D'accord ? Quoique, je reste convaincu qu'il y a quand même un travail qui doit être fait à la main. Mais ça dépend de où on commence et où on s'arrête. C'est-à-dire, si on regarde le travail de Joris Larman, par exemple, avec cette chaise que je trouve incroyable, là, il y a un gros travail de post-production. C'est-à-dire, l'imprimante va sortir l'objet, une partie de l'objet, il faut l'assembler, il faut le polir, il faut le travailler, il faut le nettoyer, etc. Ici, le projet, justement, de Mathias est différent. Donc, il est designer allemand, mais c'est différent. Alors, lui, il dit, on va automatiser tout, mais on va garder cet aspect artisanal. C'est-à-dire... on a un logiciel qui scanne les morceaux de bois, on a un logiciel qui vient les assembler, on a une machine qui récupère ces informations, ces données, et qui vient usiner la chaise pour lui donner la forme finale. Vous voyez ? Voilà, je trouve ça très très bien. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur étant designer, donc comme je vous expliquais au début de la vidéo, basé à Marrakech et qui a cette chance de travailler avec ces artisans marocains. Et je pense qu'on va beaucoup vers ça. C'est-à-dire on va aller de plus en plus vers ça puisque les machines d'impression 3D vont de plus en plus se démocratiser, vont être de plus en plus accessibles. Et on va aller beaucoup vers cette technologie-là, c'est-à-dire vers cette idée d'artisanat numérique. Vous voyez ce que je veux dire ? On va utiliser des machines, on va c'est vrai, continuer à utiliser ce geste et ce savoir-faire, mais où la machine va prendre de plus en plus de place et va accompagner l'artisan dans le développement de ses projets. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Donc j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai fait des vidéos sur l'impression 3D dans le mobilier de jardin, dans l'architecture. C'est donc une vidéo d'ailleurs qui fonctionne très bien. Donc je vous encourage à aller les voir. De toute façon, je vais les mettre en lien dans la description. Et bien évidemment, vous allez les retrouver à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vous explique que là, on va vers ça ? Est-ce que vous dites « Ah ouais, mais ça fait trop de machines. Ce qui fait la caractéristique de l'artisanat, c'est que le geste. » Oui, mais c'est des outils. Tu utilises un marteau, tu utilises un couteau à bois, mais un bras automatisé, c'est pareil. Ça dépend de ce que tu en fais. Où se situe cette limite ? Voilà, donc moi, je vous pose la question. Laissez vos commentaires en dessous, puis on en discute ensemble et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et en attendant, je vous laisse avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche, justement pour continuer un petit peu de papoter ensemble sur ces impressions 3D, sur l'artisanat numérique, etc. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.